Alors qu'un procès est en cours et qu'un verdict reste lointain, le premier ministre Netanyahou a fait l'impensable. Il a officiellement demandé une grâce au président israélien. Aucune condamnation ni peine, seulement un appel direct à y mettre fin. Dans cet épisode, nous analysons le pari juridique, le drame politique qu'il a déclenché et ce que cela signifie pour l'avenir du système judiciaire israélien et de son dirigeant le plus longtemps en poste. Restez avec nous pour la Minute de Jérusalem. Bienvenue sur l'initiative de Jérusalem sur JNS Télévision, Josh Haston pour JNS avec le président directeur général Alex Treyman. Dernières nouvelles selon JNS.org. Le premier ministre israélien Netanyahou soumet une demande officielle de grâce au président Isaac Herzog. Ici, le chef de l'État dimanche. Cela s'est produit. Le bureau du président reconnaît le caractère exceptionnel et les implications majeures de cette demande selon une déclaration d'Herzog. Alex, que savons-nous pour l'instant? Eh bien, c'est cela. Le Premier ministre a soumis une lettre de 111 pages au bureau du président Herzog pour demander la clémence. Il demande au président d'abandonner l'affaire, les accusations de corruption contre le Premier ministre Netanyahou. Dans sa lettre, il a cité qu'il existe un précédent pour l'abandon d'une affaire avant une condamnation. Parce qu'auparavant, nous pensions que la seule façon d'obtenir une grâce serait que Netanyahou accepte une sorte d'accord de plaidoyer, puis il pourrait être gracié après une condamnation. Ce n'est pas ce que demande le Premier ministre. Il demande que le président, plutôt, fasse abandonner les charges. Il a indiqué dans sa lettre qu'aucun mécanisme n'existe aujourd'hui pour que le système judiciaire abandonne ses charges, bien qu'il devrait peut-être y en avoir un. Parce que le tribunal s'est retourné vers le parquet et a dit qu'il n'avait essentiellement pas de dossier dans l'affaire 4000, qui était la seule affaire comportant une accusation de fraude. Le contre-interrogatoire de Netanyahou devrait se poursuivre jusqu'en 2026. Donc, le premier ministre devrait continuer à servir. La lettre indique que le premier ministre affirme cela. En raison des préoccupations personnelles d'un juge, le Premier ministre doit désormais déposer 4 jours par semaine. Le Premier ministre déclare « Nous vivons un moment historique pour l'État d'Israël. Alors que nous menons des guerres contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, l'Iran et d'autres, le président des États-Unis tente de conclure divers accords de normalisation et qu'il n'y a aucun moyen pour le Premier ministre d'exercer ses fonctions comme il le devrait s'il est obligé d'assister à ce procès. Nous savons que le président des États-Unis a fait un commentaire selon lequel il a publié un tweet ou un message sur Truth Social suggérant que le président envisage de gracier le Premier ministre Netanyahou. Ensuite, lorsque le président était venu à la Knesset pendant la fête de Sukkot, il s'est adressé à la Knesset. Il a demandé au président Herzog pourquoi ne pas gracier ce type. Nous nous demandions si le Premier ministre allait soumettre une demande officielle, car le président avait dit « Écoutez, c'est bien. Le président des États-Unis dit cela, mais la seule façon pour moi d'envisager une quelconque clémence, c'est si le Premier ministre lui-même fait une demande officielle de clémence. Maintenant, il l'a fait. Le Premier ministre affirme que c'est dans l'intérêt national et de l'unité. Et c'est dans l'intérêt de rétablir la confiance dans le système judiciaire, car beaucoup de gens perdent confiance. Donc, je pense que c'est une très, très grande nouvelle. Le président a reconnu qu'il a reçu cette demande, il a reconnu la sensibilité de cette demande, et maintenant, nous devons voir de quel métal le président Herzog est fait. Accordera-t-il finalement cette demande de grâce? Va-t-il la retarder? Cela peut-il arriver avant une prochaine élection? Évidemment, le Premier ministre veut se voir absous avant une prochaine élection. Je pense que c'est une manœuvre politique, un moment crucial. Attendons de voir. Oui, c'est ce que je voulais demander, Alex. Que va-t-il se passer ensuite? Quel est le calendrier? Le sait-on déjà? Je veux dire, cette histoire vient tout juste de tomber avant que nous entrions en studio. Nous ne savons pas exactement quelles sont les prochaines étapes. Comment fonctionne le processus de clémence? Nous devrons en discuter avec des experts juridiques. Je ne suis pas certain que ce soit aussi simple qu'aux États-Unis, où le président peut essentiellement accorder une grâce à n'importe qui à tout moment.
d'un simple coup de stylo, sauf s'il est automatique. Mais nous devons voir ce qui va se passer. Je pense que vous allez voir le débat politique interne exploser à cause de cette nouvelle. Assurez-vous d'aller sur gns.org pour suivre cette histoire en développement. Ça va être un vrai tourbillon. Alors assurez-vous d'aller sur JNS, nous avons tout ce qu'il vous faut à ce sujet. L'armée israélienne rapporte que des troupes ont essuyé des tirs vendredi matin, blessant 6 soldats, 3 d'entre eux grièvement, dans le village syrien de Beit Jin. C'est à environ 7 km à l'est de la frontière israélienne, après qu'ils ont arrêté 2 membres du groupe islamique Al-Jama, Al-Islamia, une organisation terroriste là-bas. Tsahal a agi sur la base de renseignements recueillis ces dernières semaines, indiquant que ces 2 individus, des frères, prévoyaient de mener des attaques terroristes contre Israël. Alex, penses-tu qu'il s'agit d'une escalade de la situation dans le sud de la Syrie? Eh bien, nous avons vu cela se produire depuis longtemps. Depuis qu'Al-Shara et ses troupes du Hayat Tahrir al-Sham sont arrivés et ont pris le contrôle de la Syrie, c'est que les minorités ont été attaquées. Les chrétiens druzes, les alaouites. Les Druzes sont une communauté très proche d'Israël car il y a environ 150 000 Druzes qui vivent en Israël. Et Israël a agi pour les protéger à plusieurs reprises depuis la chute de l'ancien président syrien Bachar el-Assad. Des questions se posent quant à savoir si ces 2 membres de cette organisation terroriste étaient liés d'une manière ou d'une autre au gouvernement d'Al-Shara. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a seulement quelques semaines, nous discutions de la possibilité que le gouvernement syrien envisage de normaliser ses relations avec Israël. Al-Shara est allé à la Maison-Blanche. Il a dit que la normalisation ne pourrait avoir lieu que si Israël se retirait des territoires. Voici précisément pourquoi Israël refuse de quitter ces territoires. Parce que franchement, la zone n'est pas sécurisée. Et si les forces de défense et d'intervention se retirent de cette zone, cela signifiera que des forces terroristes vont combler ce vide. Donc, au lieu d'un retrait israélien, vous allez voir Israël rester là-bas. Ce qui est vraiment ironique, c'est qu'auparavant, après la chute de Bachar el-Assad, j'ai reçu des rapports selon lesquels le président avait dit aux responsables israéliens qu'il pouvait prendre une portion beaucoup plus grande de la Syrie, en fait, qu'il pouvait même prendre et garder une grande partie de la Syrie. Quelque chose qu'Israël n'était pas prêt à faire parce que franchement, combien de soldats faudrait-il pour sécuriser cette zone? Et il y a beaucoup de musulmans entre ces zones où vivent les Druzes et la frontière israélienne. Ils ne veulent pas d'Israël et Israël ne veut pas les gouverner. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Israël n'a pas fait ce que le président avait suggéré, mais il y a beaucoup de raisons. Israël va quand même rester dans certaines parties du sud de la Syrie. Pensez-vous qu'une escalade bien plus importante soit possible là-bas? Israël combat sur de nombreux fronts. Gaza, Liban, malgré les cessez-le-feu, il y a toujours des troupes actives aussi en Syrie. Mais est-ce que cela pourrait devenir incontrôlable au point qu'Israël doive envoyer des forces beaucoup plus importantes en Syrie? Eh bien, je ne vois pas la Syrie représenter une grande menace à court terme pour le front intérieur israélien en ce moment, de la même manière que le Hamas représente une menace et que le Hezbollah représente une menace, parce que la Syrie a été largement démilitarisée par les forces de défense et d'intervention. Avec la chute de Bachar el-Assad, l'une des mesures les plus importantes ordonnées par le premier ministre Netanyahou a été la démilitarisation complète de la Syrie, en quelques jours seulement après la chute de Bachar el-Assad. Donc vous avez ces forces de choc. Certains sont des terroristes, d'autres des bédouins agissant pour eux-mêmes, tous liés à Al-Shara, nouveau président syrien. Mais de façon générale, ils n'ont que des mitrailleuses. Il est donc certain que les troupes au sud de la Syrie pourraient être menacées, car fusils d'assaut et mitrailleuses tuent. Mais en ce qui concerne leurs menaces pour l'arrière israélien, je considère cela comme limité. Donc, je ne vois pas vraiment une opération majeure, mais peut-être qu'Israël devra désigner davantage de troupes pour sécuriser cette zone. Abordons maintenant Gaza, Alex, ce qui fait le tour du monde médiatique. Israël a tué 2 jeunes Gazaouis qui ont franchi cette ligne jaune qui différencie la zone contrôlée par Israël et la zone encore techniquement sous le contrôle du Hamas. Quand on dit que des jeunes sont tués, on ignore totalement leurs intentions. Combien de fois en Judée et Samarie une attaque terroriste a-t-elle été menée, a-t-elle été lancée? Plutôt par des jeunes de 16 ans, 17 ans. Israël est critiqué en raison de l'âge des 2 personnes, mais on ignore encore leurs intentions. Nous savons qu'ils ont franchi cette ligne, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Aussi, vous avez ce qui arrive de temps en temps, c'est que des adultes envoient des enfants en avant dans une zone.
soit simplement pour tester la sécurité de l'endroit, voir à quel point les gens peuvent s'y déplacer librement. Mais ce sont aussi des familles qui n'ont pas de maison en ce moment ou qui n'en ont pas. Par exemple, Gaza ne paraît pas avoir d'avenir, ni même de présent. Son avenir dépendra de la reconstruction par l'administration Trump et d'autres, mais la situation reste mauvaise. Et si vous envoyez des enfants vers les lignes ennemies et que ces enfants se font tuer, alors d'abord, ces enfants deviennent des martyrs. C'est un grand honneur pour la famille, non? Donc, au lieu que les Juifs protègent leurs enfants, les Arabes les utilisent comme boucliers humains. Et de temps en temps, nous envoyons en fait des enfants, nous les dirigeons vers les lignes ennemies et ils se font tuer. Et ensuite, ces enfants deviennent des martyrs. Et ensuite, cela alimente aussi les calomnies de sang et le récit anti-israélien en disant « Regardez, Tsahal cible ses enfants. N'est-ce pas? Cela pourrait être stratégique. » Ou cela pourrait être ce que la famille affirme, que ses enfants allaient simplement ramasser du bois pour leur père en fauteuil roulant, n'est-ce pas? C'est ce que disaient les parents. Donc, vous savez, on ne sait pas vraiment exactement ce qui s'est passé, mais c'est quand même, je pense que ça montre bien. Il y a toujours un cessez-le-feu, mais c'est un peu comme une zone de guerre active, non? Donc, d'un côté, ce n'est pas comme les combats généralisés qu'il y avait avant, mais c'est une zone très sensible. Les troupes de Tsahal surveillent tout mouvement suspect et malheureusement, quand elles voient un mouvement étrange, elles vont ouvrir le feu. Je veux dire, c'est ce qui se passe et donc, vous savez, c'est une triste réalité de ce qui arrive en temps de guerre. C'est dangereux et ça va continuer à rester dangereux. Et ça va continuer à rester dangereux parce que le Hamas opère toujours dans la région, n'est-ce pas? Si le Hamas s'était désarmé et que Gaza avait été démilitarisé, alors les forces de défense et d'intervention pourraient faire preuve de plus de patience. Pour surveiller les mouvements suspects, tant qu'ils savent être visés par des organisations terroristes, ils restent en alerte maximale. Et quand une armée est en alerte maximale et repère des mouvements suspects, et il y a eu d'autres incidents ce même jour et la veille où ils ont dû ouvrir le feu. Voilà ce qui se passe. J'étais à la frontière de Gaza il y a 2 semaines. Même avec un cessez-le-feu, on voit des troupes entrer à Gaza et on entend des explosions toute la journée. C'est toujours une guerre en cours, donc les gens ne devraient pas penser que cette guerre est terminée. Et comme nous l'avons dit auparavant, il y a un cessez-le-feu avec le Liban, avec le Hezbollah et le Liban. Cette semaine marque 1 an depuis le cessez-le-feu. Tsahal publie un communiqué de presse expliquant comment la 91e division opère au Liban pour empêcher le Hezbollah, l'organisation terroriste, de se reconstruire. Cependant, rien que la semaine dernière, nous avons parlé d'une possible reprise du conflit avec le Hezbollah après qu'Israël a éliminé leur numéro 2. Et nous sommes toujours dans cette attente pour voir comment le Hezbollah va réagir. N'est-ce pas? Et on parle d'une année de cessez-le-feu. Donc, selon les rapports, les forces de défense et d'intervention affirment avoir mené 1200 opérations ciblées depuis la déclaration du cessez-le-feu et éliminé plus de 370 terroristes du Hezbollah depuis le cessez-le-feu. Donc, vous voyez ce que signifie un cessez-le-feu. Je veux dire, un cessez-le-feu a été bénéfique pour Israël dans le sens où le Hezbollah n'a pas commencé à lancer des roquettes sur Israël. Et même avec l'élimination de ce numéro 2, le chef d'état-major du Hezbollah la semaine dernière, nous n'avons pas vu de riposte du Hezbollah en lançant des roquettes sur Israël. Et c'est peut-être une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait, parce que si cela arrivait, je pense que vous verriez le déploiement immédiat d'un grand nombre de troupes et l'idée de reprendre des opérations non ciblées. Plutôt comme une véritable opération avancée dans le sud du Liban pour aller nettoyer ce qui avait été laissé derrière lors de la première incursion de Tsahal dans le sud du Liban, et aussi pour éliminer ce qui a été de nombreuses tentatives de reconstruire les capacités de force du Hezbollah dans le sud du Liban. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères libanais a évoqué la possibilité de négociations directes avec Israël. Regardons la vidéo. Je soutiens des négociations directes et la paix avec Israël, des négociations directes et des négociations de paix. Direct, la paix? Oui, la paix avec Israël. Nous voulons la paix. Je ne parle pas de normalisation, mais j'aimerais conduire ma voiture jusqu'en Israël et aller à Jérusalem. Il faut 5 ou 6 heures pour aller en pèlerinage à Jérusalem. Voilà donc le ministre des Affaires étrangères libanais, Youssef Raji, qui dit que rien n'est tabou. Il pourrait parler directement avec Israël alors que nous passons habituellement par des médiateurs. Mais que pensez-vous de cette déclaration selon laquelle il est prêt à nous parler?
Eh bien, je pense qu'en quelque sorte, il essaie en fait de mettre en évidence la faiblesse israélienne parce que la force des Israéliens a toujours été d'aller de l'avant et de régler les choses. Ils ont réduit la capacité du Hezbollah d'environ 80 à 85%. La plupart de leurs roquettes à longue portée, leur capacité à tirer ces roquettes, repousser leurs forces Radwan vers le nord, loin de la frontière israélienne, c'est une opération militaire vraiment très impressionnante. Et nous voyons qu'Israël est en quelque sorte désespéré d'obtenir ce type d'accord de normalisation. Nous connaissons l'accord israélo-saoudien, à quel point Israël et le gouvernement israélien ont parlé de normalisation avec l'Arabie saoudite. Beaucoup disent, quel avantage Israël retire-t-il d'un accord de normalisation formelle? Peut-être qu'il vaut mieux simplement avoir des accords commerciaux et que les choses se passent discrètement. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce faste et cette cérémonie. Surtout si cela signifie que les Saoudiens exigent une voie vers la création d'un État palestinien. Nous voyons qu'Israël souhaite un certain type d'accord entre lui-même et la Syrie. Et le président Trump essaie de faire signer des accords afin de faire avancer sa quête pour le prix Nobel. Et c'est la même chose avec le Liban. Et donc, ce qui se passe, c'est que, disons que le Liban se manifeste et dit qu'il veut négocier un accord, n'est-ce pas? Donc, si Israël signe une sorte d'accord, alors Israël a les mains liées derrière le dos et ne peut pas violer les termes de l'accord qu'il signe. Donc, à bien des égards, il ne semble pas que ce soit le moment approprié pour Israël d'entrer dans un quelconque accord avec le Liban, parce que l'armée libanaise ne peut pas éliminer le Hezbollah. Et c'est ce que nous avons vu au cours de l'année écoulée. Je pense que la leçon de toute l'année dernière était de donner à l'armée libanaise une chance de neutraliser, encore plus de neutraliser le Hezbollah. Ils ne peuvent pas le faire pour de nombreuses raisons, y compris le fait que le Hezbollah peut simplement porter les uniformes de l'armée libanaise. Pour autant que nous sachions, à ce stade, il n'y a que les forces de défense et d'intervention qui seront capables d'éliminer le Hezbollah et ses capacités. Bien sûr, le gouvernement libanais exige qu'Israël cesse ses attaques, surtout après celle de la semaine dernière au cœur de Beyrouth. Donc, vous savez, je ne suis pas surpris d'entendre certaines voix alternatives au Liban appeler au dialogue et aux négociations. Alex, regardons la Judée et la Samarie. C'est une histoire très préoccupante. J'apprends que des Arabes israéliens aident le Hamas à faire passer des armes en Judée et Samarie. Les arrestations ont été effectuées, selon le Shin Bet, les services de sécurité israéliens, cette semaine dans la ville de Kark Kassim, à Rahat, ville bédouine du Sud. Plusieurs suspects étaient impliqués dans des transferts clandestins d'armes et de fonds vers la Judée et la Samarie pour aider les cellules du Hamas qui tentaient d'y établir un réseau de contrebande. C'est très inquiétant à ce niveau. Eh bien, de la même manière que nous avons vu une montée en puissance à l'intérieur de Gaza entre 2000 et 2005 lorsqu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza, de la même façon que nous avons vu la montée en puissance dans le sud du Liban. Depuis 2006, après la précédente guerre du Liban menée par Israël, nous avons vu une importante accumulation de fusils d'assaut et de pistolets mitrailleurs à l'intérieur de la Judée et de la Samarie. C'est en partie fabriqué localement, mais beaucoup provient de la contrebande, souvent de Jordanie. Rappelez-vous, nous avons eu ce cas du diplomate jordanien qui, à chaque fois qu'il traversait, il apportait des fusils d'assaut. Mais ici, vous voyez que même à Kfar Kazim et à Rahat, qui est une ville bédouine du sud, ils déplacent des armes. La question est, d'où viennent ces armes? Est-ce qu'elles viennent de Jordanie? Est-ce qu'elles viennent, dans le cas des Bédouins d'Égypte, où sont fabriquées ces armes? Mais il y a eu la masse distribution d'armes à travers la Judée et la Samarie. En 2014, il y avait l'intifada des couteaux et des attaques à la voiture bélier. On en voit encore de nombreux cas de voitures bélier et d'attaques au couteau. On en a parlé la semaine dernière dans l'émission. Une personne percute un arrêt de bus, sort et poignarde des passants. Mais on a vu de plus en plus de cas où des Palestiniens ouvrent le feu. Et cela peut être bien plus meurtrier, parce qu'un terroriste peut tuer une douzaine d'Israéliens ou plus en quelques secondes seulement avec une mitrailleuse. Restons sur la Judée et la Samarie ici. Il y avait une vidéo qui circulait dans les médias montrant des soldats israéliens qui ont tiré sur 2 suspects terroristes et apparemment ils ont été appréhendés.
L'un d'eux a tenté de saisir quelque chose sous son t-shirt, ce qui semblait très suspect. Israël les a alors abattus. La communauté internationale a accusé les forces de défense et d'intervention d'usage excessif de la force. Je crois que Piers Morgan ou d'autres l'ont aussi évoqué. J'ai vu que c'était un gros titre sur Cable News Network. L'armée israélienne vise chaque jour les terroristes en Judée et Samarie, déjouant plus de 90% des attaques. Nous n'avons pas toutes les informations pour l'instant, mais la communauté internationale est très rapide à s'en prendre à Israël, à s'en prendre à l'armée israélienne, à les critiquer. Lors d'une opération antiterroriste, Ce qui se passe ici, c'est que vous voyez que beaucoup d'opérations sont enregistrées, n'est-ce pas? Que ce soit par des caméras de surveillance ou par d'autres personnes dans la zone avec des téléphones portables. Et il est très difficile pour les forces de défense et d'intervention d'opérer sans que quelqu'un ne capte ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe ensuite, c'est que vous voyez de la mise en scène d'un incident, n'est-ce pas? Vous ne voyez donc pas l'intégralité des images. Vous ignorez ce qui s'est passé 5 minutes avant ou après. Vous voyez simplement ce qui s'est passé dans un extrait de 30 ou 45 secondes et ça a l'air mauvais, n'est-ce pas? Encore une fois, ce problème se pose. Les forces de défense et d'intervention sont en alerte maximale, mais où exactement? On vient d'en parler. Vous êtes en état d'alerte maximale en Syrie, vous êtes en état d'alerte maximale au Liban, vous êtes en état d'alerte maximale à Gaza. En effet, les forces de défense et d'intervention ont mené de nombreuses opérations en Judée et Samarie. En fait, c'est grâce aux forces de défense et d'intervention que vous n'avez pas eu une explosion totale de ce front en Judée, en Samarie et à Jérusalem. Parce que les forces de défense et d'intervention ont sévi très durement, même à l'intérieur de certaines de ces villes arabes israéliennes, comme Lod, Ramallah et d'autres endroits, vous savez, où nous avons vu des émeutes en 2021. Cela ne s'est pas produit cette fois parce que la police israélienne est intervenue très fermement dans ces zones au début de la guerre. Et il y a eu beaucoup d'opérations pour, soi-disant, tondre la pelouse en utilisant le renseignement. C'est évidemment l'une de ces opérations. Pourtant, vous voyez que c'est dangereux. Tsahal est en état d'alerte maximale et elle ne prend pas de risques, n'est-ce pas? Et elle n'accepte pas n'importe quoi. Et s'il voit qu'un Palestinien qui est interpellé fait un mouvement étrange, vous savez, Tsahal a l'obligation de protéger la vie de ses propres soldats dans une situation de combat, même si cela se fait au détriment de ceux qu'elle identifie comme l'ennemi. Absolument, Alex. Nous allons changer de sujet ici et parler du nouveau plan visant à enrôler des soldats Haredim ou ultra-orthodoxes dans Tsahal. Il y a un peu d'indignation, je dirais, à la Knesset. La semaine dernière, Boaz Bismuth, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Likoud, a publié sa révision très attendue d'un projet de loi gouvernementale sur l'enrôlement des ultra-orthodoxes, ouvrant la voie à sa poursuite vers les 2 dernières lectures afin qu'il devienne loi. Maintenant, peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre exactement quel est le plan de Boaz Bismuth et pourquoi. Il semble que l'opposition et peut-être même certains membres de la coalition soient mécontents. Ils pensent que cela ne va pas assez loin pour obliger les Haredim ultra-orthodoxes à rejoindre les forces de défense et d'intervention comme les autres citoyens du pays. Avant d'aborder le plan de Bismuth, il faut d'abord prendre du recul et élargir la perspective. Parce que nous savons que la question de savoir si les ultra-orthodoxes, les Haredim en Israël, peuvent servir dans l'armée est l'un des problèmes sociaux les plus urgents du pays, n'est-ce pas? La gauche insiste beaucoup sur ce sujet, l'un de ceux testés auprès du public. Même à droite, des gens sont mécontents. Regardez le camp religieux national, des gens qui disent porter la kippa, les tzitzit, respecter le Shabbat et manger kasher. Mais nous servons dans l'armée, nous étudions la Torah, mais nous servons dans l'armée. Et l'idée que leurs frères étudiant la Torah seront exemptés de service militaire, non seulement ce n'est pas juste, mais cela a aussi permis à l'armée, au fil des années, de pencher vers la gauche. Et vous avez une armée de gauche, et ce n'est pas une bonne chose. Vous voulez avoir une armée équilibrée, et vous voulez avoir autant de soldats que possible dans l'armée, qui étudient la Torah, parce qu'avoir une armée semble être une obligation de la Torah, n'est-ce pas? Et vous voyez que la Torah dit encore et encore que tous les hommes âgés de 20 ans et plus doivent aller dans l'armée de toutes les 12 tribus, n'est-ce pas? Donc, d'une part, cela semble être biblique. D'autre part, cela semble juste, pour toutes sortes de raisons, que les orthodoxes servent dans l'armée. Pourquoi ne servent-ils pas dans l'armée? Car David Ben Gourion, alors Premier ministre, avait passé un accord politique avec les chefs de la yeshiva. À l'époque, des exemptions existaient pour environ 500 étudiants.
Donc, ce n'était pas le genre de choses qui faisait vraiment une différence, d'une manière ou d'une autre, sur la performance de l'armée israélienne, même à l'époque. Et beaucoup de situations en Israël aujourd'hui, qu'elles soient politiques ou sociales, reposent sur de petites négociations qui ont eu lieu au début, lors de la fondation du pays, et ces négociations ont créé des précédents. Et puis, il y a d'autres crises, et alors les précédents arrivent à un point critique. Et là, on se demande, que fait-on? Et alors, les gens regardent en arrière et se demandent, qu'avons-nous fait la dernière fois? Voilà ce que nous avons fait la dernière fois, d'accord? Alors faisons pareil, non? Donc, vous avez ces précédents qui sont créés pour une raison ou une autre et qui deviennent canonisés. Et maintenant, vous avez une situation où près d'un quart du pays est Haredi et il y a des exemptions massives. Vous aviez le présent. Avançons rapidement. Donc maintenant, vous aviez Yuli Edelstein, qui était autrefois le numéro 2 au sein du Likoud. Et il semble que depuis ces 5 cycles électoraux, Edelstein se soit vraiment rapproché du camp anti-Netanyahou, même s'il était autrefois au sein du Likoud. Il présidait la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. Et il essayait vraiment de travailler avec l'opposition pour rédiger un projet de loi qui verrait l'enrôlement massif des ultra-orthodoxes. Et encore une fois, beaucoup de gens dans le pays veulent voir cela. Mais qui ne le veut pas? Les orthodoxes, eux, ils ne veulent pas voir ça. Ils cherchent toujours à obtenir un certain degré d'exemption. Et le gouvernement de Netanyahou dépend de leur soutien politique. Donc c'est une question très délicate pour Netanyahou. Et donc Edelstein est venu avec un plan assez ferme et les partis Haredim envisageaient potentiellement de quitter le gouvernement à cause de ce plan. Et donc ce que Netanyahou a fait, c'est qu'il a limogé Edelstein et il a nommé Boaz Bismuth à sa place. Bismuth était auparavant rédacteur en chef d'Israël Hayom et il est très loyal envers Netanyahou. Et pour lui, c'est une grande promotion. Il a donc proposé un projet de loi qui est beaucoup plus indulgent envers les ultra-orthodoxes. Et ce que fait ce projet de loi, c'est qu'il inclut toujours des exemptions pour tout ultra-orthodoxe qui étudie activement dans une yeshiva. D'accord, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Cela incite à enrôler les ultra-orthodoxes qui n'étudient pas activement en yeshiva en disant « c'est un choix ». Si vous étudiez activement dans une yeshiva, alors d'accord, nous vous accorderons une exemption pour le moment. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous devez venir. Mais cela supprime les sanctions prévues dans le projet de loi précédent. Les plus de 26 ans ne sont plus sanctionnés pour ne pas avoir servi dans l'armée. De plus, cela supprime les contrôles qui devaient être mis en place pour s'assurer que les gens étudient correctement. Donc les gens pourraient dire « Hey, nous sommes inscrits à la yeshiva, nous étudions, mais en réalité, ils n'étudient pas vraiment. » Et donc, ce projet de loi ne fait rien pour s'assurer que ceux qui n'étudient pas soient effectivement enrôlés dans l'armée. Ce projet de loi est une tactique pour gagner du temps, une manœuvre de retardement. Netanyahou sait qu'il lui reste moins d'un an avant les élections. Ce projet de loi pourrait déjà être débattu de façon houleuse à la Knesset. Et potentiellement, la coalition pourrait l'adopter, n'est-ce pas? Je doute qu'il l'adopte, car certains membres de la coalition sont mécontents du projet de loi, mais potentiellement parce qu'il pourrait obtenir suffisamment de voix pour être adopté. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il ira à la Cour suprême et la Cour suprême va l'annuler. La Cour suprême, pour diverses raisons, mais c'est toujours été très strict sur l'égalité de service, pour le meilleur et pour le pire. Comme souvent avec les lois, ils l'annuleront probablement et donneront ensuite au gouvernement une autre période pour proposer une nouvelle loi. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement vous rapprocher de plus en plus de l'élection. Donc, je pense que Bismuth a vraiment été installé pour juste appuyer sur le bouton pause concernant l'avancée de cette question. Le problème, c'est qu'en laissant les politiciens agir, on obtient des solutions temporaires. Et vous obtenez des solutions qui ne sont pas des solutions organiques. Vous obtenez des solutions qui ne profitent pas nécessairement au bien à long terme du pays. Je pense que c'est notre situation actuelle. Nous devons trouver comment intégrer les Haredim dans l'armée. Mais je pense vraiment que si vous êtes vraiment sérieux à propos de l'intégration des Haredim dans l'armée doit faire plus pour lever certains des obstacles, des défis que les orthodoxes évoquent concernant le service militaire. Parce que ce que les orthodoxes veulent vraiment plus que tout, c'est savoir que si leurs garçons vont à l'armée, ils en sortiront aussi orthodoxes, stricts et pratiquant religieusement qu'à leur entrée.
Où pensez-vous que cette question se situe pour l'électeur israélien en vue des prochaines élections? Je veux dire, les gens en parlent tout le temps. Je l'ai vu dans l'Israélien ce week-end, c'était un sujet principal. Et il y avait malheureusement tout un groupe de parents qui ont perdu des enfants lors de la dernière guerre et au sein de l'armée israélienne. Pour eux, c'était un sujet clé à l'approche de la saison électorale. Eh bien, je pense que l'opposition va en faire l'un de ses principaux sujets parce que, encore une fois, ce sont des sujets testés auprès du public. Ils savent que cela résonne auprès de la population. Et comme vous l'avez dit, il y a maintenant des parents d'enfants qui ont été perdus au combat. Vous avez des veuves, vous avez des orphelins, et puis vous avez aussi des gens dont les maris, leurs fils, sont revenus du service militaire en bonne santé, mais ils ont passé 300 jours au service militaire. Et ils regardent autour d'eux et disent « Pourquoi dois-je quitter ma famille et quitter mon travail ?» Et dans de nombreux cas, vous avez des personnes qui étaient propriétaires de petites entreprises et qui ont essentiellement perdu leur entreprise ou dont l'entreprise a subi un coup dur. Donc, ils ont subi un choc économique majeur parce qu'ils ont servi leur pays dans l'armée en combattant une guerre qui leur a été imposée par des ennemis extérieurs. Et ces gars-là, eux, ils ne servent pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, il y a ce problème, il faut plus de soldats. Je connais de très bons soldats religieux nationaux qui ont été rappelés encore et encore et encore et encore. Et ils font ce qu'ils doivent faire et ils feront ce qu'ils doivent faire. Mais ils n'aiment pas voir ça. Des personnes tout aussi capables potentiellement ne servent pas. Maintenant, il faut aussi rendre ces groupes plus aptes à servir. Je veux dire, si les gens ne suivent pas d'éducation physique, ils ne sont pas prêts à être actifs physiquement. Il faut agir sur toute l'éducation. Les problèmes sociaux sont nombreux ici. C'est sûrement le principal problème du pays. Mais vous savez, tant que vous faites face à des ennemis extérieurs, tant que vous êtes en crise politique, tant qu'il y a une crise entre le gouvernement et la Cour suprême, ce qui se passe, c'est que ces choses deviennent des enjeux politiques et vous n'obtenez pas de solutions qui résolvent vraiment les problèmes. Regardons l'actualité à Dublin cette semaine. Alex. Le conseil municipal de Dublin aurait voté pour renommer le parc Herzog, dédié à Chaim Herzog, 6e président d'Israël et père de l'actuel président Isaac Herzog. Des responsables israéliens et certains leaders communautaires qualifient la proposition d'antisémite. Donc, jusqu'à Dublin, ils veulent renommer un parc parce qu'ils ne veulent pas qu'il soit associé à qui que ce soit. Qui était le président de l'État d'Israël, même si apparemment sa famille avait une longue histoire à Dublin, je crois que le père de Chaim Herzog était en fait le grand rabbin, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas à Dublin? Oui, donc ce n'est pas seulement que les Irlandais veulent renommer le parc Herzog et lui donner le nom d'un héros irlandais. Et vous savez, ils ne se soucient pas tellement de la communauté juive qui a vécu à Dublin pendant de nombreuses années. Je pense qu'il y a environ 3000 Juifs qui vivent maintenant à Dublin. Mais ils veulent vraiment renommer le parc. Après Hind Rajab, une petite fille palestinienne de 6 ans qui a été tuée en essayant de fuir la ville de Gaza. Cette motion pour renommer le parc a été proposée par l'organisation sportive irlandaise pour la Palestine. Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi l'organisation sportive irlandaise pour la Palestine? Et, ce sont eux qui ont présenté devant ce comité la résolution pour renommer le parc après Herzog. Et comme vous l'avez dit, avant Herzog, qui était le père de l'actuel président Isaac Herzog, vous avez Chaim Herzog. Né en Irlande, il fut le 6e président d'Israël. Il a été président pendant 10 ans. Et comme vous l'avez dit, Chaim, le père de Herzog, était le premier grand rabbin d'Irlande. Après la séparation de l'Irlande de la Grande-Bretagne en 1922, le père de Herzog devint grand rabbin. Il existe une longue lignée de Juifs en Irlande qui perdure encore aujourd'hui. Ici, on voit que le changement de nom du parc veut l'éloigner de Herzog. Maintenant, Chaim Herzog n'a rien à voir avec la guerre à Gaza, n'est-ce pas? Et tu as vraiment vu ça? La ministre des Affaires étrangères, Hélène McEntee d'Irlande, a déclaré que ce changement de nom ne devrait pas avoir lieu. Elle exhorte les conseillers municipaux de Dublin à voter contre. Elle a affirmé que l'Irlande avait critiqué la politique et les actions d'Israël, ainsi que les colons en Cisjordanie. Que renommer un parc de Dublin de cette manière pour retirer le nom d'un homme juif irlandais n'a rien à voir avec cela et n'a pas sa place dans notre République inclusive. Donc, vous savez, elle s'est prononcée contre cela. Vous avez beaucoup de commentaires de la part de politiciens israéliens, y compris Guy Donsard, qui critique vivement cette décision.
Et Sarr a même affirmé que l'Irlande est aujourd'hui l'épicentre mondial de l'antisémitisme. Parmi tous les pays antisémites dans le monde, et il y en a beaucoup, dit-il, l'Irlande est essentiellement le numéro 1. Donc, c'est une situation difficile. Vous savez, mon avis là-dessus, c'est que si vous ne voulez pas nommer votre parc d'après des Juifs, on comprend le message, non? Et donc, je me demande si on verra ce qui va se passer. Vous savez comment la communauté juive là-bas, je sais que le grand rabbin actuel, le rabbin Weider en Irlande, dit aussi que c'est antisémite. Et la question est de savoir à quel point les Juifs de Dublin seront en sécurité à l'avenir si le conseil local de Dublin veut changer le nom d'un parc qui porte le nom d'un grand Juif irlandais. Eh bien, pendant que cela se passe, nous pouvons aussi nous tourner vers les amitiés que nous avons dans ce monde et les chérir. En particulier, le président de la Chambre, Mike Johnson, qui a défendu l'alliance entre les États-Unis et Israël comme une nécessité stratégique au Moyen-Orient et a déclaré que l'antisémitisme devait être universellement rejeté. Et il semble que les commentaires qu'il a faits étaient peut-être dirigés contre la droite aux États-Unis, qui, vous savez, les Tucker Carlson et ceux qui se sont exprimés ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois et peut-être même ces dernières années, à ce stade, contre le peuple juif et Israël. Le premier ministre Netanyahou, remerciant le président, répond en disant « Merci, président Mike Johnson, pour vos paroles fortes et pleines de principes à propos d'Israël. Votre clarté et conviction renforcent notre position contre le terrorisme. Je crois que c'était le sens de ses propos, sauf erreur. » Je pense que c'est exact. On se demande si Tucker Carlson agit vraiment en homme de droite, non? Il parle de cela comme étant de l'antisémitisme à droite. Plus je vois les personnes interviewées par Tucker Carlson, plus je me dis que ce n'est pas la droite. C'est ça, Tu sais, la fausse droite, la droite woke. eh bien, il y a les woke, d'accord, mais il y a aussi les progressistes. Je veux dire, il a littéralement reçu des progressistes dans son émission. Il a aussi reçu des personnes que je qualifierais de woke, de droite ou de fausse droite, qui citent des médias progressistes à propos d'Israël et de Netanyahou. Je ne sais même plus si Tucker Carlson peut encore être qualifié de droite à ce stade. Et je ne sais pas si on peut définir Nick Fuentes, qui dit qu'il soutient Staline et qu'il soutient Hitler. Ce n'est pas la droite, c'est la gauche. Beaucoup d'entre eux à droite se sont auto-identifiés, ce qui est assez problématique. Et ces personnes ont peut-être voté pour Trump parce qu'elles sont contre le système politique américain et elles voient Trump comme l'ultime outsider. Mais cela ne fait pas d'eux l'extrême droite. Je pense cependant que ce qu'a fait le président de la Chambre, Johnson, montre qu'il n'y a pas de plus grand ami d'Israël au Congrès que Mike Johnson. Bien sûr. Et quand il est arrivé pour prendre la relève de McCarthy, je l'ai vu. Son premier discours a eu lieu devant la coalition juive républicaine, juste après le 7 octobre. On s'est dit, waouh, quelle chance que Mike Johnson soit maintenant président de la Chambre. Parce qu'il a prouvé à maintes reprises qu'il est un allié du premier ministre Netanyahou et un allié de l'État d'Israël. Mais où qu'il a dit, là, que le soutien à Israël, il a dit parce que tout le monde devrait reconnaître l'importance de cette relation. Il a dit que, selon de nombreux Américains, le soutien à Israël est fondé sur, je cite, des raisons bibliques basées sur les Écritures. Mais il a aussi dit que même si vous n'acceptez pas cette alliance biblique, vous devez regarder cela objectivement et le reconnaître. Il est crucial d'avoir un allié dans cette région, la seule démocratie stable du Moyen-Orient, qui reste une poudrière. J'ai aussi entendu Ron Dermer en parler cette année à la coalition juive républicaine. Il a affirmé que défendre Israël et les liens avec les États-Unis est une cause simple, mais peu de gens la soutiennent. Il a dit, si vous voulez avoir un allié, vous savez, un allié en matière de sécurité, vous voulez que ce soit Israël. Parce qu'Israël ne demande pas à l'Amérique d'envoyer des troupes sur le terrain. Il combattra les ennemis de l'Amérique, n'est-ce pas? La semaine dernière, nous avons éliminé le numéro 2 du Hezbollah au Liban, sur qui pesait une prime de 5 millions de dollars, sa tête, des États-Unis, et Israël l'a éliminé. D'accord. Et vous voyez que cela se produit, qu'Israël agit contre les acteurs anti-américains dans la région. Voici le premier point. Deuxièmement, Israël transmet des renseignements clés aux États-Unis, protégeant ainsi les citoyens américains. Troisièmement, Israël fournit beaucoup d'informations sur l'utilisation des F-35 et d'autres équipements. Vous savez, Israël et l'Amérique ont conjointement développé le système Dôme de fer et le système Arrow. Ce sont des systèmes de défense antimissiles que les États-Unis peuvent maintenant utiliser. Israël possède le Dôme de fer, a déclaré le président Trump. Israël veut avoir un Dôme d'or.
Une grande part sera accomplie grâce à la technologie américano-israélienne. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, au niveau militaire, au niveau de la défense, l'alliance Israël-Amérique est forte également au niveau technologique. Combien de multinationales américaines ont leur centre de R&D en Israël? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cette relation est stratégiquement importante pour les États-Unis. Mais au final, je pense que ce que Johnson a dit à propos du fait que cela soit basé sur les Écritures, les fondateurs des États-Unis ont souvent évoqué Dieu. Ils citaient sans cesse l'Ancien Testament, la Torah, et ils avaient le sentiment d'y être liés. Et donc, de la même manière que, vous savez, d'ailleurs, la création d'Israël, l'État moderne d'Israël était né de l'impérialisme britannique. Lorsque les Britanniques avaient le mandat et qu'ils ont refusé de créer un État juif comme ils étaient censés le faire après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont également détachés de l'impérialisme britannique. Donc, il y a beaucoup de points communs, des points communs dans les objectifs. Si vous demandiez aux Israéliens si les États-Unis sont un allié, ils répondraient certainement oui. Vous auriez 100% des Israéliens qui diraient que les États-Unis sont leur allié, non? Interrogez n'importe quel autre pays de la région. À Gaza, combien de Gazaouis diraient que les États-Unis sont leur allié? Combien de Libanais, d'Iraniens ou de Jordaniens diraient que les États-Unis sont notre allié? Israël et les Israéliens aiment les États-Unis et je crois que les Américains veulent naturellement soutenir Israël. Il y a eu une sorte de schisme qui, je pense, est créé de force, en partie par les Qataris, en partie par les Chinois, en partie par d'autres. Mais Mike Johnson a été le seul exemple de quelqu'un qui a vraiment maintenu cette relation forte. Il comprend et il a été un excellent ami. Alex, nous sommes presque à court de temps, mais il reste une dernière histoire ici, toujours aux États-Unis. C'est vraiment, vraiment important d'en parler. Le président Trump a publié un décret ordonnant au secrétaire d'État et au secrétaire au Trésor des États-Unis au sujet de la désignation de toute branche ou subdivision des frères musulmans, y compris au Liban, en Jordanie et en Égypte, comme organisation terroriste étrangère. La semaine dernière, le premier ministre Netanyahou a félicité le président Trump pour avoir interdit et désigné les frères musulmans comme organisation terroriste. Plus précisément, parmi ces pays, Trump a partagé un article écrit par la correspondante de JNS, Amélie Boutboul, à propos de cette question même, ce qui est assez impressionnant. Le président américain relaie du contenu de JNS. Eh bien, je pense que cela montre que le premier ministre et son bureau, ici en Israël, ils lisent JNS, ils communiquent avec JNS et nous savons que les articles de JNS arrivent jusqu'à la Maison-Blanche. Ici, vous voyez, le président partage cela sur Truth Social. Ce n'est pas JNS n'était pas le seul concerné. Pourtant, le président a choisi de raconter son histoire. Je pense que cela en dit long sur la notoriété et la fiabilité des articles et de la couverture de JNS. Revenons à la question de la désignation des branches des frères musulmans. Les frères musulmans sont déjà illégaux en Jordanie et en Égypte. Nous pouvons nous souvenir du printemps arabe lorsque le président Obama a retiré son soutien au président égyptien de longue date, Hosni Moubarak. Et il a en fait apporté son soutien à Mohamed Morsi, qui se présentait au nom des frères musulmans. Et puis, ils ont organisé une élection. C'est le cas classique d'une seule élection, une seule fois, où Morsi est devenu le président de l'Égypte. Et ce n'est que lorsque El-Sisi, qui était un membre de l'armée sous Moubarak, a en fait un coup d'État et a essentiellement pris le contrôle de l'Égypte. Puis, il a qualifié la branche égyptienne des frères musulmans d'organisation terroriste. Il est surprenant que les États-Unis n'aient pas encore classé les frères musulmans comme organisation terroriste. Mais ici, je pense qu'il est important de noter qu'aucun groupe n'a encore été désigné comme organisation terroriste. Le président des États-Unis, par son décret, a ordonné au secrétaire d'État et à d'autres membres de son administration de présenter un rapport dans un délai de 45 jours concernant ceux au Liban et ailleurs qui pourraient être l'Égypte, le Liban et la Jordanie pour décider s'ils devaient être classés organisations terroristes étrangères. Nous l'avons constaté. Pourquoi? Parce qu'ils ont aidé le Hamas dans la guerre contre Israël. Mais je pense que ce qui est important, c'est de voir qui n'est pas mentionné ici.
Nous n'enquêtons pas sur le potentiel des branches des frères musulmans en Turquie et nous savons que le président Erdogan est un partisan des frères musulmans. Et beaucoup, à ce stade, suggèrent qu'il est aujourd'hui le leader idéologique des frères musulmans et aussi le Qatar, qui est un grand soutien du Hamas et des frères musulmans. Ils ne font pas partie du décret exécutif. Donc, vous ne verrez pas le secrétaire d'État, Marco Rubio ou d'autres, enquêter pour savoir s'il y a des branches des frères musulmans dans ces endroits qui devraient être désignés. Maintenant, s'ils reviennent après 45 jours avec le rapport, il est possible que des sanctions soient imposées contre ces organisations terroristes. Ce que cela fait pour Israël, c'est que cela ouvre la voie à Israël pour enquêter et déterminer si le parti politique Ra'am, dirigé par Mansoura Abbas, pourrait également être désigné comme organisation terroriste. En raison de leur affiliation lâche avec la branche sud des frères musulmans. Intéressant de voir comment cela va se passer. Et si ce rapport évoqué influence les élections en Israël. Mais nous avons vu. Nous nous souvenons que lorsque Naftali Bennett et Yair Lapid ont formé leur soi-disant gouvernement du changement, après cette 4e élection où ils ont temporairement évincé le premier ministre Netanyahou, avec un gouvernement de 61 membres qui a intégré chaque député de gauche dans la coalition. Mais cela a aussi, pour la première fois, fait entrer un parti arabe, Ra'am, au gouvernement. Et bien que Ra'am en Israël ne soit pas considéré comme le parti arabe le plus extrême parmi ceux qui sont à la Knesset, il y a plusieurs partis arabes à la Knesset. Ra'am était celui qui était prêt à siéger avec ce gouvernement de gauche et avec Naftali Bennett pour évincer Netanyahou. Et maintenant, Netanyahou pourrait potentiellement avoir sa coalition regarder s'ils envisageraient d'interdire Ra'am en raison de leur association avec les frères musulmans, suite au décret exécutif publié par le président Trump. Les élections en Israël au plus tard en octobre 2026. Donc, nous verrons ce qui se passe, si c'est à ce moment-là ou si cela arrive plus tôt. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici sur JNS TV et bien sûr sur Jérusalem Minute. Josh Hasten, correspondant avec Alex Treyman, président-directeur général, je salue ceux qui œuvrent dans l'ombre ici. Ryan Lifshitz, notre producteur, Zach Stickerman, Yuri Sretsky, responsable de la station Esther Eden et le nouveau membre de la famille JNS, Aaron Vogelhunter. Bienvenue chez JNS. Pensez à nous remercier et faites un don à JNS. Ce service d'information international est axé sur ses lecteurs. Voulez-vous remercier JNS et vous abonner? Et assurez-vous d'aller sur JNS Télévision pour tout le contenu incroyable proposé par JNS. Consultez jns.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Bonne semaine à tous.